Travailler sur l'imaginaire historique des femmes et des hommes politiques, c'est croire, comme je le fais depuis maintenant presque 15 ans, peut-être à tort, que nos actes sont parfois le résultat de la vision du passé que nos familles, l'école, les études et la vie également, et les épreuves de la vie nous ont transmis. Car l'action, on le sait, est précédée de délibérations, des délibérations collectives, mais aussi de délibérations plus intimes, des délibérations personnelles, selon que nos passés rêvés valorisent le conquérant, seul à la tête de ses troupes, l'administrateur qui organise l'État ou l'Empire, ou bien le peuple qui renverse le tyran. Et bien entendu, ces trois figures peuvent à la fois cohabiter en nous, mais également se succéder dans nos vies. Je suis donc très heureux ce matin d'approcher, lors de ces rendez-vous de l'histoire de Blois un peu exceptionnels, Édouard Philippe. Merci d'avoir accepté l'invitation des rendez-vous de l'histoire. Vous êtes en effet issu d'une famille politique pour qui, on le sait, l'histoire compte, puisqu'elle a beaucoup été marquée par l'histoire du XXe siècle. Est-ce le cas pour vous, Édouard Philippe, et comment ? Bonjour d'abord à tous et merci de m'accueillir à Blois. C'est la première fois que je viens à Blois, non pas du tout à Blois, mais la première fois que je viens au rendez-vous de l'histoire et je répare une erreur. C'était absurde d'avoir attendu tout ce temps pour venir au rendez-vous de l'histoire. Donc je corrige une erreur, alléluia. Sur la question que vous posez, oui, alors évidemment, l'intérêt pour l'histoire du XXe siècle et son impact sur le développement personnel, il est évident. Il est évident, j'allais dire presque par défaut, parce que quand on se forme, quand on fait ses études, quand on commence à réfléchir à des sujets, il est assez délicat, me semble-t-il, en tout cas pour moi, c'était très délicat d'aller chercher des références ailleurs que dans ceux que l'on connaissait le mieux, ou plus exactement le moins mal, et ceux que je connaissais le moins mal au moment où j'ai commencé à lire de plus en plus d'histoire et à m'intéresser à l'action publique, c'était plutôt l'histoire du XXe siècle. Et donc c'est plutôt dans l'histoire du XXe siècle que j'ai commencé à aller chercher des références, à aller travailler des fascinations pour des personnages, pour des époques, pour des mouvements. Et je pense que ce faisant, je suis d'une assez grande banalité, parce que quand on réfléchit à gauche, on va chercher des références dans l'histoire du XXe siècle assez spontanément, peut-être jusqu'au XIXe, et quand on réfléchit ou quand on lit à droite, on fait un peu la même chose. Et comme je vois un certain nombre de gens qui sont plutôt issus de la famille centriste sur ces bancs, je me dis que ça doit être aussi un petit peu la même chose. Oui, mais il y a tout de même une particularité, c'est que lorsque j'ai entamé cette série d'entretiens avec des femmes et des hommes politiques sur leur imaginaire historique, c'était en 2007, j'étais parti de l'idée que selon, par exemple, qu'on avait comme figure tutélaire un Pierre Mendès France ou un Michel Rocard, ou qu'on avait un Napoléon ou un De Gaulle, on se disait qu'on pouvait avoir deux imaginaires distincts, c'est-à-dire celui du consensus, d'une décision qu'on prend autour d'une table pour arrêter la guerre d'Indochine ou pour faire les accords de Nouméa, ou l'homme seul qui dirige, qui a une intuition et qui va donc aller vers l'avant. Or, vous avez été, dans votre jeunesse, rocardien, et vous appartenez à une famille politique du gaullisme, d'une certaine façon. Comment faites-vous la part entre les deux, Édouard Philippe ? Très facilement, et je pense que l'immense majorité des gens sont comme moi. C'est-à-dire que je pense qu'on peut tout à fait être impressionné par l'intellectualisme d'un Blum ou par, en effet, le sens politique de la construction collective d'un Mendès, et être de la même façon, pas pour les mêmes raisons, mais de la même façon, avec autant d'intensité, fasciné par des figures qui s'inscrivent effectivement dans des logiques un peu différentes, quoique, comme De Gaulle, vous l'avez dit, ou comme Clémenceau. Alors Clémenceau, c'est bien, parce qu'il suffit de regarder le bon moment pour être à peu près sûr qu'on est dans le bon spectre. Mais je crois que c'est pas... Je pense que on peut cohabiter avec des imaginaires différents et les faire cohabiter. Évidemment. Sinon, c'est très, très triste. Oui. Je pense que... ce serait terrible. Ce serait terrible d'imaginer que parce que... y compris d'ailleurs parce qu'on a des convictions politiques, parce qu'après tout, ça arrive à des gens très bien. Mais imaginez que parce qu'on a des convictions politiques très marquées, très imprégnées par la culture de gauche ou de droite, ça n'a aucune importance,
on serait insensible et insusceptible d'aller chercher des références, des imaginaires, comme vous dites, dans d'autres registres. Dans le camp d'en face. Mais ce serait d'abord un signe de fermeture intellectuelle qui serait préoccupant. Et puis surtout, je pense que ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, quand je regarde ceux des grands hommes politiques qui ont incarné la droite ou la gauche dans les dernières années, je ne les vois pas enfermés dans un imaginaire, mais au contraire, extrêmement soucieux en permanence d'aller chercher des références du pays, de l'histoire, qui ne s'inscrivent dans aucun camp, ou plus exactement en tout cas, qui se conjuguent entre plusieurs camps. Je doute qu'on puisse dire que l'imaginaire historique de François Mitterrand soit construit exclusivement... Non mais c'est vrai, j'en doute. Enfin, je ne le connais pas intimement, hein, mais je pense que c'est plus complexe que ça. Et heureusement, Dieu soit loué, heureusement que c'est plus complexe que ça. Donc moi j'ai commencé à lire, j'ai dû l'écrire d'ailleurs, à gauche, parce que mon milieu m'inclinait, la ligne de plus grande pente, comme dirait un bon historien, me faisait pencher vers des références qui étaient plutôt marquées à gauche. Et quand je suis sorti un peu de ma zone de confort en m'interrogeant sur d'autres choses, eh ben, j'ai rencontré d'autres références qui ne m'ont pas plus convaincu, ou d'autres époques, ou d'autres façons d'envisager l'histoire, l'État, la nation, l'Europe, que sais-je, mais qui m'ont complété. Donc je crois qu'il ne faut pas imaginer que parce qu'on est un homme politique engagé, on devrait être prisonnier, on peut peut-être l'être, mais on devrait être prisonnier d'un référentiel historique qui serait conforme à des convictions actuelles. Je pense que ça n'a pas de sens. Alors, vous avez beaucoup lu de biographies pour vous former. Celles de la couture, m'avez-vous dit, vous ont beaucoup intéressé. Elles sont multiples. Il y a évidemment De Gaulle, il y a Madès, il y a Blum. Mais il y a aussi les grands conquérants, il y a Alexandre le Grand. Ça fait partie de tout cela, de ce premier bagage. Alexandre le Grand, c'est un amour d'enfance qui ne m'a pas quitté. C'est le premier personnage historique dont je me suis dit... Oh, là, j'ai le masque, vous ne pouvez pas... mais vraiment. Et donc, oui, c'est parce que comme beaucoup de petits garçons et de petites filles, je suis venu à l'intérêt pour la chose historique par la Grèce et par la mythologie, d'ailleurs, assez largement. Alexandre est presque un... Je me souviens du jour où mon père m'a offert la mythologie grecque de Comelin. Ouais. Et j'étais un petit garçon, hein. C'est pas un livre pour enfants. Ouais. Bon. Et je me souviens, il m'a dit, tu verras, c'est très bien. C'est très, très, très bien, d'ailleurs. Donc je suis venu par là. Et ensuite, comme personnage historique, c'est la fascination pour Alexandre, parce qu'il est à la fois, et ça c'est une constante chez moi, quelqu'un qui pense... Enfin, je constante chez moi, à 49 ans, je me rends compte que c'est une constante. Je ne me rendais pas compte à 7 ans, que je suis fasciné par le conquérant qui construit et par le conquérant qui essaie de synthétiser. Le créateur de ville, celui Exactement. Et Alexandre, c'est ça, c'est incroyable. Et je ne le comprenais pas du tout à l'époque. Mais je retrouve chez Alexandre, et comme beaucoup d'entre vous ici, parce que je dis des choses qui ne sont pas très originales, je retrouve chez Alexandre... plus exactement, Alexandre exerce la même fascination par sa volonté d'aller vers l'Orient, par sa volonté de construire et par sa volonté de se différencier de ce dont il vient, non pas pour le renier, mais parce qu'il pense qu'il faut passer au-delà. J'ai la même fascination pour ces raisons pour Alexandre et pour Frédéric II. Pour moi, c'est pareil, c'est de l'ordre du... On dépasse un monde qu'on a commencé à maîtriser, si j'ose dire. Oui, enfin, c'est peut-être un peu confus de le dire comme ça. On parlera peut-être de la Sicile, justement, dans un instant. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'Alexandre, c'est le combat militaire, c'est la conquête militaire. On sait que vous avez, et vous l'avez dit souvent, votre sabre que vous avez conservé de votre service militaire. Un des actes... de l'année dernière, c'est de remettre un sabre à Macky Sall, un sabre donc de Omar Saïdou Tall, par exemple. Qu'est-ce que cette histoire militaire vous dit, Édouard Philippe ? Parce qu'elle n'est pas très prisée habituellement. En tout cas, chez nous, elle n'est plus très prisée, plus très à la mode.
Alors c'est vrai que je confesse une fascination, pas du tout une obsession, mais une fascination pour l'histoire militaire. Non pas du tout par le fait que je viendrais d'une famille très marquée par la chose militaire, en vérité pas du tout, à bien des égards vraiment pas du tout, mais parce que, mon expérience personnelle m'a conduit à y apprendre et à y apprécier beaucoup de choses, et deux, parce que pour le coup je ne vois pas qu'on puisse véritablement réfléchir à ce qu'est l'État, et d'une certaine façon à ce qu'est l'histoire, sans intégrer, et en tout cas sans avoir une appréhension réelle de ce qu'est la guerre. Non pas du tout pour le plaisir de la guerre, je déteste ça, mais parce que quand même c'est un petit peu structurant cette affaire, ou déstructurant, je ne sais pas comment il faut le voir. Et donc dans les personnages d'hommes d'État, dans lesquels j'aime essayer de m'inspirer peut-être, ceux qui ne se réduisent pas à la chose militaire, mais l'intègrent complètement, qu'ils soient d'ailleurs militaires ou civils, c'est vrai, exercent probablement un pouvoir de fascination important chez moi. Et donc je vous dis ça pourquoi. Clémenceau, Churchill. Oui, mais enfin Alexandre de Gaulle, Legrand, évidemment, et beaucoup d'autres, parce que malheureusement l'histoire des hommes est souvent l'histoire des guerres des hommes. Donc pas seulement, Dieu soit loué, mais souvent. Donc cet aspect-là de livres d'histoire que je lis est non nul. Et c'est vrai qu'en France, l'histoire militaire est une famille de l'histoire. Les historiens militaires sont une famille d'historiens qui sont respectés, mais qui ne sont probablement pas placés au même niveau d'admiration et de respect que le sont leurs homologues britanniques et américains. Oui, ça c'est tout... Vous avez remarqué, comme je le dis tranquillement, poliment, mais c'est un fait. C'est un fait. Et quand vous allez dans n'importe quelle, quand vous alliez dans n'importe quelle bibliothèque, librairie au Royaume-Uni ou en tout cas aux États-Unis, vous y allez plus maintenant, il n'y en a plus. Mais quand vous alliez chez Barnes & Noble, dans n'importe quel Barnes & Noble aux États-Unis, le rayonnage d'histoire militaire est un truc qui n'a absolument aucune espèce de comparaison avec le rayonnage qu'on a dans une librairie française. C'est juste pas la même place, c'est le cas de le dire. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a aussi la question de la décision ultime dans la guerre, c'est-à-dire on gagne ou on perd. Il y a aussi cette idée qu'effectivement, il y a un moment où il y a une sorte de jugement de Salomon, de règles qui s'établit entre deux pays, entre deux empires, etc., etc. Oui, enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'historiens dans la salle ou d'amoureux de l'histoire qui vous diraient assez volontiers il est rare qu'on perde ou qu'on gagne une guerre, vraiment. Ça arrive. Mais d'abord, elles sont beaucoup plus longues que les batailles qui se succèdent, et qu'ensuite, les résultats qu'elles produisent sont souvent, finalement, remis en cause immédiatement. Donc, bon, voilà. Donc, c'est vrai que j'ai cet intérêt pour la chose militaire et pour l'intégration de la partie militaire dans les décisions et dans les transformations que connaissent les sociétés. Oui. Alors, il y a Alexandre le Grand, l'Antiquité, et sûrement d'autres batailles, par exemple de l'histoire de Rome, qui vous intéressent, je ne sais pas, Axiome, d'autres moments comme cela, qui disent aussi quelque chose d'une bascule du pouvoir. On peut passer de la République à l'Empire, et puis ça se passe par l'intermédiaire justement de conquêtes militaires. Ce qui est bien avec nos amis romains, c'est qu'ils ont tout fait. C'était assez long, ils avaient le temps. Donc ils ont tout fait, ils ont tout fait. Donc comme ils ont tout fait, nous, quand on a l'impression de découvrir un truc, en général, si on se met sur le temps long et qu'on regarde un petit peu comment ça s'est passé, on trouve, voilà. Un jour, j'ai un journaliste qui m'a dit, c'est quand même incroyable, pardon, le prenez pas mal, mais qui m'a dit, c'est quand même incroyable, on vit dans une époque politique qui est complètement marquée par le storytelling. Qu'est-ce que je vous dis ? Storytelling, c'est nouveau. C'est un truc, Jules César, il n'avait pas du tout en tête le storytelling. Il ne comprenait pas du tout ce que ça pouvait être de forger sa légende et de raconter son histoire. C'est un truc, c'est vraiment, on l'a découvert très récemment, le storytelling. Bon, j'exagère un peu en disant ça. Enfin non, d'ailleurs, j'exagère pas, c'est un fait. Mais j'ai pour le coup cette fascination qui est venue sur le tard, d'ailleurs. Hein, et je ne prétends pas du tout être un érudit en matière d'histoire romaine. Mais alors, en revanche, je revendique cette fascination plus que pour les Grecs. Plus que pour les Grecs. Maintenant, oui. Ouais. Ouais, maintenant, oui. C'est l'âge. C'est plus Auguste que Périclès. Mais peut-être que dans quelques années, je reviendrai à mes amours premières. Mais non, vraiment, très sérieusement, cette histoire romaine,
cette nation d'ingénieurs et de juristes, cette capacité à inventer des solutions politiques ou à affronter des questions politiques, c'est incroyable. Et j'en suis, moi, quand je lis des livres sur l'histoire de Rome, quand j'essaie de rentrer dans tel ou tel détail, je suis littéralement fasciné et souvent très triste du reste, que, au fond, cette partie aussi décisive de ce que nous sommes soit à ce point réduite à quelques points qui sont mal digérés. Un jour, bien souvent, quand vous posez la question à nos concitoyens en leur demandant alors quand même l'histoire de Rome, oui. Mais alors c'est le personnage, ils vous disent vraiment le plus grand empereur romain, c'est Jules César. Ouais. Et vous vous dites on est loin quand même là, hein. Ça va être compliqué quand même parce que. Mais est-ce que c'est nécessaire justement que tous nos concitoyens, comme on l'a pensé, parce que tout compte fait, on peut dire que toute une génération de républicains de la fin du 19e et du début du 20e, et vous parliez de Clémenceau, ont été forgés dans l'image du conflit entre Athènes et Sparte, par exemple, en disant est-ce qu'on est plutôt athénien, est-ce qu'on est plutôt spartiate, par exemple. Ça fait partie des références qui ont fait la classe politique du début du XXe siècle, par exemple. La Révolution française a assez largement imité les codes. Voilà. On le voit bien. Est-ce que c'est utile, justement, qu'on repartage ce savoir et cette connaissance ? C'est une question. Mon objet n'est pas de dire que c'est regrettable que tous les Français n'aient pas la totalité du savoir historique, philosophique, ça n'a pas de sens. Vraiment, ce que je veux dire, c'est qu'une aussi longue période, aussi fructueuse, aussi riche, aussi peut-être signifiante pour nous, soit dans l'imaginaire collectif, pour le coup réduit à aussi peu de choses, est un peu dommage. Voilà, oui, parce qu'on peut dire que... En tout cas, prenons-le de façon positive. Quand moi, j'ai découvert que je connaissais aussi mal un truc aussi intéressant, j'ai passé un très bon moment. Je continue à... Voilà, du coup, ça, c'est une vision positive, effectivement. Exactement. Donc, oui, parce que les Romains ont connu l'arrivée du christianisme, le changement total. On se souvient des textes du 5e siècle ou du 4e siècle qui disent bien, nous, on veut continuer à être païens, et d'autres disent ben non, il y a une nouvelle religion qui est arrivée, c'est la religion de l'Empire, désormais ça sera ça, par exemple. Ça, c'est une véritable question. Qu'est-ce que c'est que les changements, justement, d'une structure très longue, sous le coup d'une histoire nouvelle, d'une certaine façon? Ils ont, quand je dis qu'ils ont presque tout vécu et tout traité, c'est quand même c'est de ce registre-là. Ils ont vécu le passage d'une république à une république qui ne fonctionnait plus, à un empire qui ne disait pas son nom, à un empire très centralisé, à un empire qui a divisé en deux puis en quatre le pouvoir, à des empires instables, puis à des successions en revanche très stabilisées. C'est un catalogue de solutions ou c'est un catalogue de références? Non, mais je veux dire, ça ne veut pas dire qu'on va essayer de faire la même chose, mais ça veut dire que quand on réfléchit à l'histoire, on se dit, bien, voilà, je ne sais pas, Dioclétien... non, je ne sais pas s'il y a des choses... Constantin... Ce que je sais, c'est que quand vous êtes appelé à exercer des responsabilités, quelles qu'elles soient, publiques, privées, mettre un peu de distance entre les choix que vous avez à faire, les contraintes que vous avez à comprendre et à essayer de réduire. Mettre un peu de distance en se disant que, au fond, dans d'autres époques, et parfois dans d'autres contextes, ces questions-là ont déjà été évoquées, et que ça ne dit rien de la solution que vous devez retenir, mais que d'abord, ça permet quand même... Je trouve que ça n'est pas inutile. Ça permet l'écart. Ça permet de penser l'écart. Ça permet l'écart, ça permet de mettre un peu de profondeur, ça permet peut-être, qui sait, d'éviter des contresens. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais puis peut-être que ça permet juste de vous aider en vous sentant moins seul. Enfin, c'est bien, quoi. Alors, il y a un endroit et un lieu qui visiblement vous intéresse. On en a discuté ensemble en préparant cette rencontre. C'est la Sicile. Et pourquoi la Sicile? Alors, parce que c'est beau. Et après tout, ça n'est pas rien. Non, pourquoi est-ce que j'aime la Sicile?
j'aime l'Italie, j'aime beaucoup l'Italie, mais je suis très amoureux de la Sicile. Et il se trouve qu'en Sicile, il y a une histoire incroyable. Enfin, là aussi, j'enfonce des portes ouvertes avec l'allégresse de l'amateur. Mais il y a une histoire extraordinaire parce que c'est une histoire de sédimentation et de succession. Et parce qu'il y a des moments où rien ne ressemble à ce que l'on sait de l'époque en Sicile. Et je suis particulièrement sensible, peut-être parce que je suis moi-même normand, à cette période assez incroyable où une bande, parce que c'est vraiment une bande de types oui. Qui partent quand même des confins de la Manche et de l'Orne, qui font beaucoup d'enfants, ils sont très vigoureux, ils font beaucoup d'enfants. Mais alors justement, comme ils n'ont pas beaucoup de terre, c'est un problème pour manger, donc ils se disent, on va aller là où il y a du bien. Donc on va aller dans l'Italie du Sud. Et ces types qui 60 ans ou 70 ans avant d'arriver en Sicile ne sont littéralement rien. Enfin, je veux dire, la famille de Hauteville, elle n'est pas grand-chose. En 1131, vous avez Roger II qui devient roi de Sicile et qui devient un roi oint par le pape. En 100 ans, c'est une progression, c'est une conquête. Et la façon dont c'est fait, avec à la fois une brutalité oui. Réelle, et en même temps un sens politique inouï, parce que les Normands, ils ne sont jamais majoritaires en Sicile et dans l'Italie du Sud. Numériquement, ils ne sont vraiment pas majoritaires. Qui se fait au détriment de Byzance, d'abord dans le sud de l'Italie, puis des Arabes en Sicile, et qui réussit à construire quelque chose. Il faut être très prudent, mais quand même, quand on lit les bons auteurs, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ressemble au début du commencement d'une forme de monarchie absolue, et qui y ajoute une dimension d'ouverture intellectuelle et politique. C'est plutôt Frédéric, après, un peu plus. Attendez, Roger II, il ne vire pas les Arabes et il ne ferme pas les mosquées. Ouais. Non, mais quand même, il réussit... Là aussi, un peu sur le modèle, alors Frédéric II ira beaucoup plus loin, mais un peu sur le modèle que j'évoquais tout à l'heure avec Alexandre, à ouvrir son champ, sa conscience, son champ d'action politique à quelque chose qui est très au-delà de lui-même. Et c'est passionnant. Et c'est une époque. Et quand après on vous dit, oui, tout ça se passe à peu près au moment, après la première croisade. Là aussi, où des souverains, ça ressemble pas au Moyen-Âge qu'on connaît. Où des jeunes nobles de toute l'Europe se retrouvent roi de Jérusalem, roi de Petite Arménie plus tard, en Morée ou ailleurs. Donc ça, c'est vrai que ça fait partie de rêves de conquête et en même temps d'idées très particulières de gens qui sortent de leur milieu par les armes pour pouvoir... et qui essaient de construire. Oui. Et qui, s'agissant de la Sicile normande, ne construiront pas très longtemps. Ne construiront pas très longtemps en matière dynastique, mais laissent une trace qui est exceptionnelle. Oui, et c'est le manteau de Roger II, cousu de caractère koufique, donc avec un texte en arabe, alors qu'il est donc souverain de cette Sicile, oint par le pape, effectivement, qui laisse entendre, selon les lectures, qui laisse entendre qu'il est... disons, c'est le lieu de la cohabitation, comme on a rêvé d'une Cordoue de la cohabitation, même si ça n'est pas toujours le cas, mais de la cohabitation entre les religions, mais aussi tout de même où le pouvoir s'est exercé par la force, au départ. Oui. Et puis même, c'était une constante. Non, c'était quand même pas... Roger II ne devait pas être exactement ni débonnaire, ni totalement libéral, je ne crois pas. Mais il y a cette capacité à faire vivre des communautés ensemble dans un projet qui les unit, alors même que sur le pourtour de la Méditerranée, partout, les mêmes communautés littéralement se mettent dessus. Il y a la volonté d'assumer un pouvoir politique fort face au pouvoir religieux. C'est une époque quand même assez incroyable. Et puis ensuite, quand vous avez vraiment envie de toucher à ce qui se fait de plus beau dans l'humanité, vous avez la chapelle palatine. Et là, franchement, s'il y en a ici qui ne connaissent pas, attendez que les avions revolent, mais allez-y. D'autres points dans l'histoire, la longue histoire de l'humanité,
la question de la Grande-Bretagne. Vous avez évoqué cela tout à l'heure. Effectivement, en Normandie, on est tout en face. On sait qu'on est parti de Normandie pour conquérir cette Grande-Bretagne. Mais ce qui vous intéresse, c'est la question d'autres solutions politiques. Oui, alors d'abord, et en particulier au moment de révolution. N'y voyez pas un délire mégalomaniaque, parce que là, on parle de la Sicile et de l'Angleterre, qui sont 2 îles qui ont été conquises par les Normands. À peu près en même temps, d'ailleurs. Non, mais quand on y pense, incroyable. Non, le Royaume-Uni, je connaissais là aussi très mal l'histoire du Royaume-Uni, enfin, sauf Churchill, là, je connais bien, hein. Et puis l'Israéli, enfin bon, bref. Mais enfin, quand on remonte, et d'ailleurs, je pense que chez beaucoup de nos concitoyens, quand on remonte un peu avant, c'est quand même, il faut dire que c'est pas totalement simple. À chaque fois qu'on rentre dans l'histoire nationale d'un pays, dans des périodes qu'on ne connaît pas, y compris d'ailleurs dans des périodes qu'on ne connaît pas forcément très bien en France, on est assez vite largué dans les détails. Enfin, je veux dire, on va parler du Royaume-Uni. En ce moment, ma nouvelle frontière de lecture, un truc juste j'aimerais comprendre, c'est le Saint-Empire romain germanique. Ouais. Parce qu'évidemment, avec Frédéric II, c'est ça, l'amateur historien, il se promène. Il remonte l'histoire. Je crois que vous avez passé votre bac à Bonn. Oui, bah d'accord, mais enfin, en matière de connaissance du Saint-Empire romain germanique, c'était limité quand même. Non, mais vous auriez pu, dans les cours, piocher un tout petit peu. Voilà. Et bon, j'y comprends rien. Enfin, j'y comprends rien. Je me renseigne. Mais donc voilà, donc rentrer dans une période et dans une géographie, dans une histoire souvent très complexe, c'est à la fois un peu vertigineux et en même temps c'est un plaisir intellectuel qui est extraordinaire. Bon. Donc la prochaine étape, c'est le Saint-Empire romain germanique. Il faut vraiment que et quand j'ai commencé à essayer de voir ce que c'était, par exemple, je l'avais d'abord vu par Alexandre Dumas, mais enfin bon, les sources sont quand même contestables, ce que c'était que la Révolution anglaise. Qui est parce que quand même aussi ils ont décapité leur roi, je veux dire, après tout. Qu'est-ce qui se joue en termes de lutte démocratique, de lutte de pouvoir à ce moment-là? Et ben c'est passionnant et je dois dire que j'avais traversé tranquillement des études sans jamais en entendre parler. Il y a tout de même dans ce que vous dites, je le perçois au fur et à mesure de l'avancée de notre discussion. La question des empires vous intéresse parce que c'est avant les nations. Il y a Alexandre le Grand, il y a effectivement ces Normands en Sicile, il y a cette idée que la Grande-Bretagne, c'est aussi un empire qui se constitue en même temps et même plus précocement peut-être que l'empire français. Tout cela, il y a cette question-là qui est différente peut-être de la notion de nation telle que on a l'habitude d'y réfléchir politiquement en France en tous les cas. Ben enfin, je ne sais pas. Ce qui est vrai, c'est qu'on est tellement marqué, nous, par l'État-nation, qui est tellement une consubstantielle à la façon dont on appréhende notre pays, qu'on rate peut-être un peu. En tout cas, moi, j'avais sans doute raté un peu dans mes lectures le fait que c'est pas le bon prisme pour regarder ce qui se passe ou ce qui s'est passé pendant très 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 longtemps sur les territoires germaniques. C'est pas du tout le bon prisme pour regarder l'Italie. Ça n'a aucun sens. C'est juste, ça n'a aucun sens. Parce qu'il y a la question de la variété, de l'unité dans la diversité, de la capacité de négocier. L'Empire austro-hongrois, ça peut en faire partie aussi, qui est une vision différente là aussi du pouvoir central ou centralisé tel qu'on peut l'imaginer après Napoléon, par exemple. Ce que je trouve intéressant, encore une fois, moi je ne suis pas du tout historien, je ne vais pas aux sources. Je lis le travail des historiens et j'adore ça. Et je les remercie d'ailleurs. Et ce que je trouve extraordinaire dans la lecture des historiens, c'est au fond de vous montrer des choses qui ont existé, des évolutions. Et là on parle d'histoire politique, je n'aime pas que ça. Parce qu'il y a de l'histoire sociale qui est passionnante aussi, et que je lis avec plaisir. Mais c'est de vous montrer des choses qui ont existé ailleurs ou à un autre moment, et de vous imposer, parce que justement elles ont existé, de les regarder en ne vous arrêtant pas aux catégories intellectuelles qui sont celles de votre époque. C'est passionnant quand vous arrivez à faire ça. Et si ça pouvait inspirer d'ailleurs quelques-uns de nos collègues dans le débat public, ce serait merveilleux. Et ça, c'est un voyage dans le temps qui permet justement de comparer.
Le voyage dans l'espace, j'ai l'impression, mais peut-être la vie est trop courte pour pouvoir l'imaginer, que vous le pratiquez moins en termes de sphère géographique. C'est ce que vous nous décrivez, c'est la Méditerranée, c'est l'Europe, d'une certaine façon. Vous n'êtes jamais allé braconner comme Jacques Chirac du côté de la Chine, de l'Inde Moi. Je dois... Avec Alexandre le Grand, j'ai touché les rives de l'Indus. Mais enfin, bon, il faut bien reconnaître que je n'ai pas traversé. Non, c'est vrai, moi je suis moins... mes lectures m'ont moins porté vers l'Afrique ou vers l'Asie que vers l'Europe ou l'Amérique. C'est comme ça. C'est pas bien, mais en même temps, c'est très réjouissant. Ouais, ça me laisse une masse infinie de lectures à venir et qui seront passionnantes. Je les ai abordés quand même parce que il y a quand même quelques livres que j'ai beaucoup aimés. Je ne sais pas d'ailleurs si ce sont des livres d'histoire, mais que j'ai beaucoup aimés, qui essaient de traiter de sujets. Alors cette fois-ci, non pas en faisant une histoire de l'Asie ou une histoire de l'Europe, mais en faisant une histoire d'un phénomène de l'humanité. Je cite souvent, parce que c'est un livre dont je ne m'attendais pas à ce qu'il me marque autant et qui m'a beaucoup marqué, un livre de Jared Diamond qui s'appelle Guns, Germs and Steel, et qui doit avoir une traduction en français, probablement, enfin une traduction quoi, et qui est fascinant parce qu'il se pose des questions qui intéressent pour le coup l'humanité. C'est une histoire de l'humanité d'une certaine façon. Oui, ce sont les grandes histoires comme Harari a pu le faire avec Sapiens. Et là, en l'occurrence, sa vision, c'est celle de l'effondrement en particulier, mais aussi pas dans ce livre-là. Mais dans celui-là, il pose des questions qui sont des questions qui concernent l'humanité. Pourquoi est-ce que c'est le colonisé qui meurt de la maladie du côlon et pas l'inverse? Le bouquin commence comme ça. C'est une question extraordinaire. Pourquoi est-ce que c'est toujours, ou quasi systématiquement, le colonisé qui meurt de la maladie importée par le colon et pas l'inverse? Et à partir de là, il fait une histoire de l'humanité et qui parle de beaucoup d'autres choses. Comment est-ce qu'on invente l'écriture et pourquoi est-ce qu'on l'invente à des époques qui sont finalement assez comparables, dans des endroits assez différents, avec des solutions un peu différentes? C'est passionnant et ça permet un peu d'ouvrir sur des zones qui ne sont pas celles de ma zone de confort. Mais je le dis, nous lisons souvent tous dans notre zone de confort. Ouais. Peut-être la réponse, nous pensons souvent dans notre zone. La réponse viendrait d'un historien qui s'appelle Samir Oumedienne, qui nous explique que lors de la conquête des Amériques, ce sont les Européens qui ont récupéré par la force le secret de la quinine, parce que sinon ils allaient tous y passer. Donc ils ont récupéré ce savoir traditionnel et ils l'ont apporté en Europe par la force, en faisant venir à Séville en particulier ceux qui le possédaient, ce secret. Ça fait peut-être partie des réponses à la question que vous posiez avec Jared Diamond. Vous avez fait partie d'une promotion de l'ENA, je crois, qui s'appelait Marc Bloch. Oui. Est-ce que les promotions de l'ENA sont baptisées un peu par hasard, ou est-ce que ça dit quelque chose de ce que vous savez justement de la vision de l'histoire de Marc Bloch et de ce que vous en pensez justement comme étant un des grands fondateurs d'une école historique française, celle des Annales? Alors ça n'est pas choisi par hasard, ça donne lieu à une nuit en général assez intense où tous les gars d'une promotion se rassemblent pour essayer de trouver le nom qui leur va bien. Et en général, ils ont du mal à se mettre d'accord, d'autant que pour un exercice assez intéressant sur la démocratie, on ne leur donne pas de méthode pour se mettre d'accord. Alors il n'y a jamais eu, je crois, de types qui se sont fait casser la gueule parce qu'ils proposaient un nom, mais c'est parfois tendu. Et il s'agit de trouver quelque chose. Et un nom de promotion, ça dit quelque chose, forcément. Ça dit quelque chose d'une majorité de la promotion qui souhaite lui donner ce nom. Et que dit Marc Bloch alors? Moi, je me souviens que dans ma promotion, le choix final, parce qu'il y avait énormément de choix, certains étaient rigolos, d'autres l'étaient moins, certains étaient sérieux, d'autres étaient dérisoires, mais à la fin, on a voté entre Machiavel et Marc Bloch. Et alors? Eh ben, c'est Marc Bloch qui a gagné. Et j'étais content parce que depuis le début, je faisais campagne pour Marc Bloch. Et alors, c'est intéressant parce qu'il a gagné. D'ailleurs, ça peut intéresser. Moi, j'étais entre 95 et 97. Et il se trouve qu'à l'époque, il y avait une polémique à Strasbourg, à l'université de Strasbourg, sur justement la personne, le nom donné, le nom de Marc Bloch donné, je ne sais plus si c'était à un amphi ou à une université. À l'université. À l'université. Mais il y avait eu cette polémique. Il y a eu cette interrogation. Et nous, on était à Strasbourg, parce qu'à l'époque, il y avait des gouvernants qui pensaient que ça marcherait mieux.
Et c'était très agréable d'être à Strasbourg, du reste. Je ne suis pas sûr que ça marchait mieux, mais ça marchait, à mon avis, ça marchait pareil, mais à Strasbourg, bon, ce qui était déjà sans doute en forme de progrès. Et donc, moi, ce qui m'avait frappé dans Marc Bloch, j'en avais lu peu au moment où j'étais favorable à ce nom, et j'en ai lu beaucoup ensuite. Ce qui m'avait frappé à l'époque, je me souviens, c'était là encore le mélange assez particulier entre l'intellectuel et le combattant. Bon, j'y reviens. Qui m'avait frappé. Et puis l'autre chose qui m'avait frappé à l'époque, c'était la très grande lucidité, la capacité à exprimer quelque chose au moment où les choses tombent, de les exprimer, de les peser, alors même qu'on n'est pas simplement en retrait, en observation, mais qu'on est dans l'action. Réflexion sur les fausses nouvelles de la guerre après la Première Guerre mondiale, ou encore l'étrange défaite après... J'ai trouvé que c'était bon. Et puis c'est ensuite, après, une fois que ce nom a prévalu, et puis une fois que j'ai eu le temps de le lire, plutôt que de faire des choses moins intéressantes, que je me suis rendu compte de la richesse intellectuelle de l'homme, de son apport à une école historique essentielle. Et puis plus tard, et ça m'a beaucoup frappé, parce que quand vous exercez des responsabilités nationales, et il y a ici des gens qui savent ce que je veux dire, il peut arriver que vous ayez de très mauvaises nouvelles à annoncer, collectives ou individuelles. Madame la secrétaire d'État et Madame la ministre ici présente, qui s'occupe des affaires de défense, a probablement eu à vivre, enfin c'est pas qu'elle a probablement, c'est qu'elle les a vécues avec moi parfois, des moments où vous rencontrez les familles de soldats qui sont morts pour la France, qui sont morts dans le cadre d'opérations. C'est toujours un moment assez particulier. Et Marc Bloch écrivait pendant la Première Guerre mondiale des lettres aux familles de ces soldats, enfin des soldats, il était capitaine à l'époque, le lieutenant même au début, des soldats qui mouraient au combat sous ses ordres. Et les lettres qu'il écrit, il est au front, sont d'une humanité, ben, je vais vous dire, en général, quand vous n'allez pas bien, vous les lisez et vous dites que, bon, ok, on doit pouvoir être meilleur, on va y arriver. On va devoir clore cet entretien. J'aurais bien continué, mais je dois animer un débat juste derrière. Mais je voulais vous demander justement, face à la crise telle que vous avez eu à la vivre en tant que Premier ministre, est-ce que vous avez à un moment ou à un autre, ou à différents moments, et en particulier au tout début de cette crise du coronavirus, eu en tête, à un moment ou à un autre, telle ou telle idée qui vous est venue, liée à la lecture de Marc Bloch, je ne sais, des biographes d'Alexandre, ou est-ce que, tout compte fait, ce que vous nous disiez au tout début, c'est-à-dire on peut cohabiter avec ces différents imaginaires sans forcément les prendre pour pouvoir agir, c'était le cas? J'aimerais vous raconter une superbe histoire, vous disant que j'ai trouvé l'inspiration dans telle somme mal connue, si possible, de telle époque, elle aussi mal connue, mais en fait, non. Non, je pense pas que je puisse dire ça. Ce que je peux dire, c'est que dans cette période qui était une période intense, j'essayais, je n'y arrivais pas toujours, mais j'essayais tous les jours de me garder 20 minutes ou une demi-heure pour lire un peu et pour me poser. Et les lectures historiennes parmi les autres. Oui, en l'occurrence, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à regarder les histoires de Révolution britannique. Ce qui d'ailleurs était en soi une façon de répondre à votre question, puisque je vous rappelle que tout ça part d'une contestation politique qui se termine par une décapitation. Donc voilà, ça a égayé beaucoup mon quotidien. Merci beaucoup, Édouard Philippe. Merci d'avoir accepté ce jeu de l'imaginaire historique ici au rendez-vous de l'Histoire à Blois.